Voilà, donc, Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier le Daf Tetvav de Masechet Sota. On était en train de commencer à voir comment la mincha de Sota était faite, de quoi elle était composée, comment on l'apportait. Et on a apporté aussi, on a détaillé dans une braïta, dans le Daf précédent, comment les menachot, de manière générale, elles étaient offertes au Misbéar, comment on faisait la Kmitza, etc. Et la Gemara, elle reprenait la Braïta doucement, doucement et elle expliquait. Donc, on va reprendre cette partie-là. On en est au Daf Tetvav. Il y a une méthodique qui rentre. Daf Tetvav, Amoud Aleph. Voilà. Salut Nati, salut Tiskoué Rabot, Nemol Tovot, Kolechai, à tout le monde. Torbah, Kolebach, Torbah. Kolebach Oussaad, que des bonnes choses. Voilà, donc Bezrat Hashem, on commence le Daf Tetvav. On est en train d'expliquer comment les ménachot, elles étaient offertes au Beth Amikdash, les ménachot de manière générale, et en particulier la mincha de Sota. Et on a vu un petit peu les différences entre la mincha de Sota et la mincha classique, quoi, les ménachot classiques. Donc, nous dit la Gemara, on avait dit dans la Braïta qu'on offrait le kometz, une fois qu'on avait fait le kometz de la mincha de manière générale, hein, pas uniquement pour la Sota, une fois qu'on avait fait le kometz, donc on avait pris des petites poignées de farine on avait mis dans un keli, on prenait le keli ou ma'aleu ou maktiro bekli sharet. On l'offrait dans le kli sharet. La Gemara, elle s'étonne. Elle dit, c'est-à-dire quoi? J'ai pas compris. On va pas brûler le kli sharet sur le misbéar quand même. Bekli sharet maktir là, est-ce que on offrait le komet à l'intérieur du keli sharet? Bien entendu que non. Alors la Gemara, elle dit non. Ce que je veux dire par là, hein, et là, ema ma'aleu bekli sharet le aktiro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu devais le prendre et le monter sur le misbéar dans le kli sharet afin de l'offrir. C'est pas que tu vas l'offrir de cette manière-là dans le kéli-charret, mais tu vas le sortir du kéli-charret, tu vas sortir cette petite farine que tu as ramassée et tu vas la verser sur le misbéach et le kéli-charret, tu vas le récupérer, bien entendu. Très bien, on avait dit qu'on mettait du sel sur le comète avant de l'offrir. Molchov et notre agabaishim, on mettait du sel et on mettait sur le feu. L'agma dit que c'est un passouk explicite dans Parashat Vaikra. Il nous dit que kol korban minchatecha, toutes les menachot, bamelach timlach, il faut mettre du sel dessus. On avait dit que l'agma continuait. Elle disait qu'une fois qu'on avait fait le comète, la Braïta elle avait expliqué, elle avait dit que le reste de la mincha était mangeable par les Kohanim. L'agma, elle va te dire où c'est marqué ça dans la Torah, Menalan, d'où on apprend ça, qu'après avoir offert le comète, le reste était mangé par les Kohanim. C'est marqué dans le Pasuk aussi, dans Parashat Vaikra, Dirtiv, Veiktira Kohen et Askarata. Le Kohen, il va offrir la Askara. La Askara, c'était le comète. Et juste après, il y a marqué dans le Pasuk d'après, dans le Pasuk Gimel, Vanoteret Mina Mincha, ce qui va rester de la Mincha, les Aaron ou le Banav, il sera pour Aaron et ses enfants, c'est-à-dire pour les Kohanim. Puisque une fois qu'on a fait le Komet, ça devient autorisé aux Kohanim. Et on avait dit que on devait donc offrir le Komet. Comment on offrait le Komet et à partir de quel moment dans la akrava du Komet, à partir de quel moment le Korban il devenait autorisé. Alors, enfin, les Shiraim, je veux dire, les restes devenaient autorisés. Ça, c'est une marloquette à Moraïm, la Gemara nous dit. Karev va commettre les marques des Hitlé ou le marque des Hitlé, chaque avis suit son avis respectable, puisqu'il y a une marloquette sur ce point-là, des Hitmar, c'est rapporté d'une discussion. À commettre, mais Ematai Matir, à partir de quel instant le commettre, il est considéré comme ayant autorisé les restes à être consommés par les Kohanim. Mais Ematai Matir Ashiraim Bachila. Marloquette entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Hanina, Misheti Shlot Boaour, dès que le feu il a pris sur la farine, même s'il n'a pas pris sur la majorité du comète, dès que le feu il a un petit peu pris, c'est bon, c'est validé. Tandis que d'après Rabbi Yochanan, lui, il te dit que Mishetatsit a Ur Berubo, il faut que le feu il est pris sur la majorité du comète. Donc d'après Rabbi Yochanan, c'est un petit peu après. Donc, continue Agmara à expliquer la Braïta. On avait dit que Rechaïn, Akwanim, Itanen, Tochoyaïn, Veshemen, Vache, les Kwanim, ils pouvaient, après, avec les restes de la mincha, mettre du vin, de l'huile, du miel, chakchouka, ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, nous dit Agmara. Maïtama, pourquoi Amarkra, c'est marqué dans le Passouk. Les Moshra, il y a marqué les Moshra, les Matanot Keuna, ils ont été donnés aux Kohanim. Les Moshra, Agmara, elle comprend que ça veut dire les Gdoula. Pour montrer un signe d'importance qu'on donnait aux Kohanim, de leur donner ces matanot. Donc pour les manger avec importance, ça veut dire qu'ils les mangeaient comme ils voulaient, comme bon leur semble. Comme les rois le mangeaient, c'est-à-dire un pain à shir, c'était pas seulement de la matzah, stam ania,
C'était du pain hachir avec tous les accompagnements qu'il désirait. Continuez la Gemara et elle nous expliquait que le seul interdit qu'il y avait, c'était de rendre chametz. Alors, ve'en isuran et la min chametz. Le seul issour qu'ils ont par rapport à ce qui reste de la mincha, c'est de la rendre chametz. Nous explique la Gemara, dire comme c'est marqué dans le pasuk, loteafe chametz el kam. Il y a marqué loteafe chametz el kam natati ota le meishai. Et en fait, le mot chelkam, la Gemara dit que loteafe chametz chelkam, même une partie de la mincha, c'est-à-dire ce qui reste après avoir offert le commerce, tu ne peux pas le transformer en chametz. L'amar Bishon ben Lakish, afilou chelkam, même la partie des Kohanim, loteafe chametz, tu ne devras pas en faire du chametz. Donc on continue, maintenant on revient sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah par rapport à la mincha de Sota. On avait dit que de manière générale, toutes les menachot avaient nécessité du shemen et du levona, alors que la mincha de Sota n'avait pas besoin de shemen et levona. Donc chez la levona, on avait dit que c'était des encens. Voilà. Donc nous dit la Gemara, Vekol menachot teunot shemen ulvona. Est-ce que c'est vraiment vrai que toutes les autres menachot à part celle de la Sota ont besoin d'huile et de levona, d'encens? Pourtant, il y a la minchat roté. Alors la minchat roté, c'est une mincha très particulière puisque c'est en fait le fameux ce qu'on appelle le korban olev et yored. Le korban olev et yored, en fait, c'est un korban qui est apporté lorsque, par exemple, une personne impure rentrait dans le Beth Amikdash ou alors une personne faisait un faux serment. Alors, il y a un korban qui s'appelle korban olev et yored, c'est-à-dire qu'il était en fonction des moyens. Si on avait les moyens, on offrait une BMA, sinon des volailles, des torim, bnei Yona. Et si on n'avait pas du tout les moyens, le pauvre, il apportait une mincha. Et cette mincha-là, la mincha trotée, elle n'avait pas de shemen ulvona. Comme c'est marqué, la Torah, elle a dit que sur la mincha trotée, lo yasim alea shemen, lo yiten alea levona. On ne mettait pas dessus ni d'huile, ni de levona. Très bien, on nous dit la Gemara que tu vois bien que c'est pas uniquement la mincha sota qui n'avait pas de shemen ulvona. Donc, nous dit la Gemara, tu as raison, Afrikama, en fait, ce qu'on veut dire, c'est comme ça. En fait, toutes les menachot, elles avaient au moins un point positif. C'est-à-dire, soit c'était de la farine bien tamisée, soit c'était avec du shemen ou levona, ou soit c'était du blé. Alors que la mincha de la sota, elle, ni c'est du blé, puisqu'on avait dit que c'était de l'orge, ni c'était de la farine bien tamisée, puisqu'on avait dit que c'était pas du solet, c'était de la farine en vrac comme ça. Et non plus, elle n'a pas de shemen ou levona. Donc, chacune des menachot, comme on a vu que mincha ta omer, c'était de l'orge, mais c'était de l'orge qui avait de l'huile et de la levona. C'était de l'orge qui était aussi bien tamisée. Et pareil, la mincha trottée, c'est vrai qu'elle, elle n'a pas de shemen et de levona, mais par contre, elle, sa particularité, c'est que c'est du blé. C'est du blé et du blé bien tamisé. Solet, ce qu'on appelle du solet. Ce que nous dit Agma comme ça. Achikama, ce qu'on veut dire, c'est comme ça. Toutes les menachot, teunot, shemen ou levona ont besoin d'huile et d'encens. C'est vrai. Mais ve baot minachitim, ou alors elles viennent du blé. Toutes les menachot de manière générale, elles ont soit besoin d'huile et de levona, soit elles proviennent elles sont faites à base de blé, vebaot solet, et elles viennent à base de farine tamisée, donc fleur de farine. Donc, j'ai la Gemara, alors que la mincha trotée, c'est vrai que falpi chez Ena Teuna Shemen Uvona, c'est vrai qu'elle ne nécessite pas d'huile et d'encens, mais aminachitim ou amina solet, c'est du blé qui est fleur de farine. Et la minchata omer, c'est vrai que c'est de l'orge. Afalpi chez Ena chez Iba amina seorim, c'est vrai qu'elle vient de l'orge. Mais, ouais. Mechila, Mechila, Mincha de côté, là, tu es en train de dire qu'effectivement, elle est sèche, entre guillemets, comme celle de la sota. Normalement, Exactement. Khoté, elle est un peu plus agrémentée quand même que la sota, non? Non, non, on dit qu'il n'y a pas de shemen de levona. La seule différence, c'est que c'est du blé. C'est du blé. C'est pas de l'orge. C'est du blé. Le Et Olé en Bayram, fait l'agma, elle va dire justement que la mincha sauté, la mincha roté, on a un intérêt, comme l'agma va le dire tout de suite, à ce que le korban du fauteur ne soit pas Meouda. et c'est un fauteur ou c'est un Olé Bayored? Bah, Olivier Yoret, c'est un fauteur. Il a fauté, il est rentré en Beth Amikdash alors qu'il était impur, ou alors je vois de bitouille, ou je vois taïdout. C'est soit Il il sait pas, a. non? Pardon? C'est Ouais, pas il qu'il il était sait pas Beshogeg, s'il est bien tombé entendu, sur bien un. entendu. Non, il était S'il Beshogeg. ramène des- Il était Beshogeg, bah, c'est comme tous les Korban Khatat, c'est Beshogeg. Mais il était Beshogeg, effectivement. Il n'y a pas de Yedia Batra, il y a une Yedia Batrala, il y a une Yedia Bassof. Au milieu, il ne savait pas, c'est vrai. Mais c'est un Korban par rapport à une faute qui a été commise. Maintenant, une faute qui a été commise de manière involontaire. C'est du Shogeg, bien entendu. Mais c'est une faute qui a été commise. Donc, on va expliquer que
du fait que c'est une faute, on ne veut pas que son corban soit méoudar, la Gemara va expliquer. Maintenant, on regarde dans les mots, la Gemara nous dit comme ça. Donc, la mincha trotée, elle, bien que c'est vrai qu'on ne mettait pas d'huile et d'encens, mais bah, amina chitim mina solet, elle venait de blé, à base de blé, de fines fleurs de farine. La mincha taomer, la falpi chez iba amina seori, même c'est vrai qu'elle vient de l'orge, mais teuna chez menulvona, elle a besoin d'huile, on met de l'huile dessus et des encens. Ou bah, guérès, et en plus, c'était de l'huile qui était de l'huile comment on appelle ça? C'était de la farine, je veux dire, qui était de la farine d'orge, qui était de la farine fine, bien tamisée. Ouais, c'est ce que nous dit la Gemara. Donc, c'est Bagueres, Vezou, alors que celle de la Sota, Enateuna, lo shemen, velo levona, ni à d'huile. Salut, tu sais les chaînes Rabot, et moi de Torah, salut Joseph, des bonnes choses. Tilba Hosad. Voilà, donc on est juste en train de regarder et d'expliquer la différence entre les ménachot, différentes ménachot. Ouais. Ça, salut. Et en fait, la Gemara nous dit C'est comme pas ça. Joseph? Il y a Joseph toi, il y a Joseph Bérébi. Il y a deux Joseph. Pardon, excuse-moi, Mechila, ok. Baruch Hashem. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est que la différence entre la Minchat Sota et les autres Menachot, on avait dit que c'est vrai qu'il y avait un point commun avec la Minchat Omer qui était de l'orge, mais ce n'était pas la même qualité de farine. Et en plus, la Minchat du Omer, il y avait de l'huile et il y avait des encens. Et aussi, pareil, aussi la Minchat Roté, qui était la Mincha que le pauvre offrait lorsqu'il rentrait dans le Mikdash de manière involontaire. Cette mincha-là, certes, elle n'a pas d'huile non plus, comme la celle de la sota, mais par contre, c'est du blé. Donc, c'est ça la différence. Donc, là, vraiment, le pire, c'est la mincha de la sota, qui a toutes les, on va dire, les défauts, puisque elle est, d'une part, séorim, en plus, il n'y a pas d'huile, et en plus, c'était du séorim qui n'était pas bien tamisé. Continue la Gemara. Maintenant, la Gemara va expliquer pourquoi la minchat chotée, elle est différente des autres minachot et pourquoi il n'y a pas d'huile justement sur cette minchat chotée. Donc, je répète, c'est quoi la minchat chotée? La minchat chotée, c'est la mincha qui était offerte par le pauvre, celui qui n'avait pas les moyens de se payer un gros korban, lorsque soit il rentre au Beth Amikdash de manière involontaire, alors qu'il était impur, soit il a juré, il a fait un serment, je vois de bitouille, c'est-à-dire il a juré de ne pas manger, il a mangé, etc. Ou alors il a juré, soit au futur, soit au passé, sans rentrer dans les détails. Ou je vois taïdout, c'est si par exemple on lui dit jure que tu n'es pas au courant en un témoignage envers une personne, et lui il a juré alors qu'en fait il savait qu'il pouvait témoigner sur cette personne-là. C'est dans ces cas-là, on apporte un korban au Lévéorel. Si je ne me trompe pas, c'est les trois seuls cas. Mais voilà, donc en gros, c'était ça les cas de ce qu'on appelle Minchat Roté. Maintenant, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas en tête, je ne crois pas. En tout cas, nous dit la Gemara que pourquoi la Minchat Roté, elle est différente des autres Menachot. Tania Rabbi Shimon, il nous répond dans la Braïta, Beddin, où normalement, ça aurait dû être que la Minchat Roté, aussi, on aurait dû lui demander de payer et de mettre de l'huile et de la levona. C'était de l'argent en plus. Pourquoi faire économiser un fauteur? Pour ne pas que le type il soit fauteur et en plus il économise de l'argent. Pourquoi on ne lui a pas demandé de mettre de l'huile et de la levona chez Loye Korbano Meouda pour ne pas que son korban soit embelli. On ne veut pas que le korban du fauteur soit embelli. Alors, nous dit c'est la même chose pour le korban khatat. Le korban khatat, on sait que toute personne qui mange, par exemple, des graisses interdites ou du sang, qui transgresse tout avera beshogeg, que s'il avait fait bémézid, il aurait été chayav karet. D'accord? Il apporte un korban khatat. Ou pareil aussi, celui qui transgresse Shabbat, etc. Donc, toutes ces choses-là, normalement, il doit apporter un korban khatat. Et ce korban khatat, on appelle ça de manière générale, ça rentre sous l'appellation de khatat relève. Le khatat relève, pourquoi on appelle ça le khatat relève? Relève, ça veut dire les graisses interdites. Pourquoi on appelle ça au nom des graisses interdites? Parce que la paracha du khatat, elle est marquée à côté de la paracha de l'interdiction de manger les graisses interdites. Donc c'est pour ça que de manière générale, tous les khatat, ils rentrent dans l'appellation de khatat relève. Alors la Gemara nous dit aussi, c'est la même chose. Le khatat relève, on aurait dû normalement lui demander au fauteur d'apporter avec son korban ce qu'on appelle les nesachim. Les nesachim, c'est d'apporter de la farine, une petite mincha, de l'huile et du vin. Maintenant, pourquoi ça, c'est ce qu'on a porté avec la plupart des corbanotes. La plupart des corbanotes, ils avaient besoin des nesachim. D'accord? Mais le korban khatat, non. Pourquoi le korban khatat, lui, il n'a pas besoin des nesachim? Parce que, en fait, le korban khatat, lui, c'est un korban de fauteur.
et on ne veut pas que son korban il soit embelli. C'est la même logique que ce qu'on a dit par rapport au mincha troté. Ou bedin ou shete chatat chelev teuna nesachim. Pareil, on aurait dû demander au chatat chelev d'apporter des nesachim, c'est-à-dire de la farine, de l'huile et du vin, qui est versé les libations, les fameuses libations qui sont normalement offertes avec les autres korbanot. Chez Loye, Choteniska, on aurait dû lui demander d'en apporter pour ne pas qu'il économise cette hauteur. Maintenant, la raison pour laquelle Umitnema Ena Teuna, pourquoi lui, il n'a pas besoin, pourquoi on ne lui demande pas d'apporter ces libations-là, chez Loye Korbano Meuda, pour ne pas que son korban soit embelli. Aval Chatato chez le Metzora, mais par contre, le Chatat du Metzora et le Chatat du. Comment on appelle ça le Khatat du Metzora. Donc ça veut dire que le Metzora, il apportait aussi un korban Khatat. Et le Khatat et le Hacham du Metzora, qui normalement est aussi un korban pour le fauteur, eux, Te'onim Nesachim. Ils ont besoin de ces fameux Nesachim, ces libations et ce solette qui est apporté, parce qu'en réalité, ils ne viennent pas pour une faute. Alors, le korban du Metzora, il ne vient pas pour une faute. Alors, la Gemara, tout de suite, elle rebondit sur ça. Elle dit, je ne comprends pas, la Tsarat, tu sais très bien que ça vient à cause de la faute du Lachonara. Il y a marqué dans la Gemara, dans Errin, que la Tsarat, elle vient pour 7 fautes différentes. Soit le Gezel, soit la Gava, soit la Lachonara, soit le Tsarut Aïn. Il y a quoi d'autre encore la Shvuat Shav, Shfichut Damim. Donc, toutes ces choses-là, hein, le Gezel, toutes ces choses-là qui entraînent la Tsarat. Donc, pourquoi tu me dis que la Tsarat, ce n'est pas dû à une faute Ini ve'amar Rav Shmuel bar Nechemani amar Rabbi Yonatan al shiva advarim negaim baim sur cette avérote entraîne la Tsarat. Je me dis, tu as raison. La Tsarat, elle vient à cause d'une avéra. Mais l'expiation de cette avéra, c'est la honte et l'humiliation et la souffrance morale qu'il a eue par cette Tsarat. Ça y est, il est expié par ça. Maintenant, le korban du Metzora, c'est plus du tout pour lui pardonner de sa faute. C'est pour lui permettre de manger les korbanot juste après. Atam minigre ou deika perlé. C'est sa tsarat, la honte qu'il a eue et la souffrance morale qu'il a eue, qui lui ont fait la kapara. Qui maïté korban, la raison pour laquelle il apporte le korban, c'est pas pour se faire pardonner. C'est les ishtarouye bekochim ou des kamaïté, c'est pour se faire autoriser de manger les korbanot. Alors, dans ce cas-là, le khatat nazir et la meata, si je dis que le khatat metzora, lui, il doit avoir des libations parce qu'il ne vient pas pour une faute. Alors, le khatat nazir, lui, qui vient à la fin de la nésiroute, alors, on devrait aussi donner des nesachim puisqu'il ne vient pas pour une faute. Les fichiers enaba al-khet. Le nazir, quand il termine sa nésiroute, il doit porter un korban khatat. Pourquoi, lui, on ne lui demande pas de mettre des libations? Alors, je dis non, parce qu'en fait, on pense comme Rabbi El-Hazar Akapar. Vous vous rappelez, on a vu ça dans plusieurs macertotes que dans Nazir Vada et dans Tanit, etc., on a vu plusieurs fois. Il pense que le Nazir, il est considéré comme un fauteur. Le Nazir, il est appelé dans la Torah Choté, c'est un fauteur. Amar Nazir Nami Choté ou. Pourquoi? Parce qu'il s'est privé du vin et à cause de ça, son korban, il est le korban d'un fauteur. On lui demande d'apporter un korban khalat pour ça et on ne veut pas qu'il apporte les nesachim pour ne pas que son korban soit embelli. Le Tosfot, il s'allonge de savoir exactement est-ce que tout le monde est d'accord, qui est en désaccord avec en accord ou en désaccord avec ce qui vient de dire Rabbi Elazar Kapar, sachant que la Torah, quand elle parle du nazir en tant que fauteur, elle parle du nazir qui a cassé sa nésiroute et qui s'est rendu impur au milieu, en cours de route. Alors dans la Gemara, dans le Maseret Nazir, on avait déjà expliqué qu'en fait, il est déjà fauteur même avant de se rendre impur, mais après s'être rendu impur, il a doublé le faute, c'est-à-dire qu'il a fait une première faute de s'être rendu nazir et de s'être privé de vin, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose qui est le fait d'avoir fauté en cassant sa nésiroute en se rendant impur avec un mort. Mais même sans ça, il est déjà considéré comme un fauteur. Très bien. Alors l'Agma, elle nous explique maintenant, elle nous dit, l'Agma reprend la suite de la Mishnah où on avait dit que Rabban Gamliel avait dit que la sota, elle prenait un korban en orge, enfin, on apportait pour elle un korban à base d'orge, puisqu'elle a fait des actions, elle s'est comportée comme une BMA. Donc, on lui apporte un korban d'une BMA. Ça, c'est ce qu'il avait dit à Rabban Gamliel. Alors qu'en fait, en réalité, on va voir que il y avait une autre raison qui avait été donnée, justement, ce que va tout de suite expliquer. Il y avait une autre raison qui était donnée pourquoi on lui demandait d'apporter un korban en orge, à base d'orge, puisque on avait dit qu'elle, elle a servi, Mida Keneged Mida, elle a servi à la personne avec qui elle a fait la Avera des plats qui étaient des plats très bien faits, etc. Donc, nous, maintenant, à elle, on va lui faire un korban à base de Mahal Behema. Donc, comment Rabban Gamliel, lui, vient
rajouter une nouvelle couche, une nouvelle raison à ça. L'Agma, elle rapporte une braïta qui explique ça en fait. Tania Marlen Rabban Gamliel et Chachamim. Rabban Gamliel, il a dit au Chachamim, il leur a dit comme ça, Sofrim. Alors Sofrim, il y en a qui disent que ça fait référence à Rabbi Meir. Mais en tout cas, Sofrim, vous les sages, Ani Chouli, laissez-moi ve'edrashena, et je vais vous expliquer la raison pour laquelle la mincha de Sota est différente des autres menachot. Kemin Chomer. Alors, Kemin Chomer, il y a plusieurs explications. Rachid ici, il dit en français le mot bouton. Bouton. C'était comme un bouton, un petit badge que les femmes elles mettaient pour fermer leurs vêtements, qui était un petit bouton en or, c'était une belle décoration et un beau bijou. Il y en a qui disent que je vais t'expliquer ça comme un bijou, genre, je vais te donner une belle explication. Il y en a qui disent, il y a un Rashi aussi ailleurs, je crois dans Kiddushin, et Tosfot ici rapporte que Kemin Chomer, c'est le pendentif qui contenait du parfum. Parce qu'à l'époque, pour ne pas avoir des mauvaises odeurs, ils avaient des petits pendentifs avec du parfum. C'était ça qui leur donnait une bonne odeur. En tout cas, bon, c'est juste pour dire qu'il va donner une belle explication pourquoi le corban de la femme saute est différente, et c'est ça qu'on a vu dans notre Mishnah, à savoir qu'elle s'est comportée comme une BMA. Donc j'attaque le Hamoud Bet. Nous dit la Gemara maintenant, des Sham'el et Rabbi Meir, au départ, il avait entendu Rabbi Meir qui lui expliquait, qui donnait la raison pourquoi elle a porté un corban à base de Seorim. Elle lui a servi à la personne avec qui elle a fait un adultère des plats qui étaient des plats de très chers. Les ficar, c'est pour cela, Mida Kenegen Mida, son korban, ça va être du Ma'achal Behema. Korbana, ça va être à base d'orge qui est un Ma'achal Behema. Et sur ça, Rabban Gamliel lui a dit, mais si elle est pauvre, la femme, et qu'elle lui a pas servi un gros plat à cet homme-là, Amarle, Atina, Ashira, ça va bien pour une riche. Aucune femme riche pour essayer de le séduire, elle va lui donner un plat important. Mais Ania, Maïka Lememar, si c'est une femme qui est pauvre, qui n'a pas les moyens et qui n'a pas de friandises ou de plats, comme on a dit, donc qu'est-ce que tu vas m'expliquer pourquoi on donnait son korban, un korban de BMA? Et là, nous dit la Rabban Gamliel, la raison, elle est parce qu'elle s'est comportée comme une BMA. Keshem Shema Asea Maase BMA, car korbana, Ma'achal BMA, pareil aussi son korban, c'est un korban de BMA. Très bien, donc là, on a fini la première Mishnah, on attaque la deuxième Mishnah du Pérec. Deuxième Mishnah, maintenant on va expliquer exactement qu'est-ce qu'on devait apporter avec la mincha. Et on va commencer à expliquer aussi comment on prépare tout le processus d'effacer le nom d'Hachem, etc. La Mishnah nous dit comme ça, Aya Mevi qui allait chez le Kheres. Il apportait un verre en argile. D'accord. Il remplissait à partir du kior qui est dans la Hazara, il remplissait un demi-log. Un demi-log, c'est 2 révites, c'est à peu près un verre, un verre en plastique, comme ça, comme on a vu chez nous. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui nous dit, non, c'est révite, il n'y a pas besoin de mettre pas besoin de mettre comment on appelle ça? Pas besoin de mettre un khatsi, tu pouvais mettre un révite, c'était qu'un révite. Donc, dit la Gemara, Keshem et Maet Bektav, de la même manière qu'on essayait, d'après Rabbi Yehuda, d'écrire le moins possible sur le parchemin qu'on va effacer d'écriture, comme on verra plus après. Pareil aussi, on met le moins d'eau possible, car Maet Baim, de la même manière, Rabbi Yehuda, il demande moins d'eau que Tanakama. Maintenant, la Gemara nous dit qu'est-ce qu'on faisait après. La Mishnah elle continue, elle nous explique comment on faisait boire la sota, enfin, comment ça se passait. Nichnas la Echal, le Kohen, il rentrait dans le Echal. Donc, dans le Echal, donc dans le bâtiment du Echal, où Panale Mino, il allait vers la droite, toujours on tourne vers la droite, comme Agma avait expliqué. Où Makom Ayasham, il y avait un endroit là-bas qui était d'une ama, une coudée sur une coudée. Et cet endroit-là, Tavla Shel Shaish, il y avait un petit anneau, donc avec enfin, il y avait une dalle en Shaish, en marbre. Vetabat Aita Kevuaba, il y avait une petite languette comme ça qui était un petit anneau qui était accroché à cette dalle et on l'a soulevé pour pouvoir prendre la poussière qui était en dessous de cette dalle et avec cette poussière-là, on allait les mélanger avec l'eau pour commencer le processus des préparations de l'eau des eaux amères de la sota. Il prenait de la poussière qui était en dessous de la dalle, il mettait suffisamment de poussière dans l'eau pour que la poussière ne s'annule pas et ne se disparaisse pas dans l'eau et qu'elle soit visible, une petite couche de poussière qui soit visible dans l'eau. Comme c'est marqué dans le Passouk, le Kohen prendra de la poussière qui est dans le sol du Mishkan et il la mettra dans l'eau, donc il faut qu'elle soit encore visible dans l'eau.
Donc la Gemara maintenant elle explique Tanya, qui allait chez le Kheres Khadasha. On prenait un Keli qui était en argile, mais de l'argile qui était neuf, qui n'avait jamais été utilisé. Comme ça, il pense Rabbi Ishmael. Il dit Rabbi Ishmael. Maïtama de Rabbi Ishmael. Pourquoi Rabbi Ishmael il pense comme ça? Nous dit Agmara, il apprend une Xera Shava de Metzora. Il y a marqué le mot Keli dans Metzora, il y a marqué le mot Keli dans la Sota. Gamar Keli Keli mi Metzora. Ma'alelan, de la même manière que concernant le Metzora, il y a marqué que c'était du Kheres Khadasha. On va expliquer d'où on le sait, mais en tout cas, c'était là-bas de l'argile qui était neuf, qui n'avait jamais été utilisé. Afka Kheres Khadasha, de la même manière ici, dans la Sota, ce sera aussi de l'argile qui est neuf. L'agma dit d'où tu sais que c'est de l'argile qui est neuf dans le Metzora, Ve'atam Menalan. Il y a marqué que lorsqu'on faisait la shrita du petit oiseau dans le Keli Cheres, justement en question du Metzora, c'était Almaim Chaim sur de l'eau jaillissante, de l'eau de source. Dit la Gemara, de la même manière que, puisqu'on te parle du Keli et on te parle de l'eau de source, ça veut dire que de la même manière que l'eau de source, c'est quelque chose qui est neuf, qui n'a jamais été utilisé, pareil, le Keli aussi ne doit jamais avoir été utilisé. Ma'amaim Chaim Shelona Asid Baim Melacha, de la même manière que l'eau, elle n'a pas été travaillée, Af Keli Shelona Astebo Melacha, pareil, c'est un Keli qui n'a jamais été utilisé, avec lequel on n'a jamais travaillé. Alors, la Gemara dit, dans ce cas-là, on devrait utiliser pour la sota, si tu apprends entièrement de, comment on appelle ça, si tu apprends entièrement de Metzora, tu devrais utiliser de Maïm Chaim, de l'eau de source aussi, alors qu'on n'a pas vu qu'on avait besoin de l'eau de source particulièrement, parce qu'on avait dit qu'on apprenait du Kior, l'eau de la sota. Imalelan Maïm Chaim, Afkan Maïm Chaim, tu devrais prendre de l'eau de source. La Gemara dit, tu as raison, d'après Rabbi Ishmael, c'est vrai, d'après Rabbi Ishmael, l'eau qu'il y a dans le Kior, c'est de l'eau de source. Les Rabbi Ishmael, Achinami, Damar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, il nous dit que mes Kior, Rabbi Ishmael Omer, les eaux du Kior, à partir de quoi on les remplissait? Il y a une marloquette, à partir de quoi on les remplissait? Comme ça, il nous rapporte Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Ishmael, lui, il te dit qu'on les remplissait Memayan, c'était de l'eau de source. Et Chachamim, ils te disent que Mishéar Memot En, ce sont des autres eaux. N'importe quelle eau est cachère. On pouvait même prendre de l'eau du Mikvé, etc. C'était aussi cachère pour remplir le Kior. Donc c'est vrai que tu as raison que d'après Rabbi Ishmael, effectivement, vu qu'on prenait du Kior et que le Kior, d'après Rabbi Ishmael, c'est de l'eau de source, donc on rentre bien et ça colle bien avec la Xera Shava de Metzora. Donc, m'a dit oui, mais cette Xera Shava là, on sait qu'il y a certains, en tout cas il y a un avis comme ça, comme Tosfot il rapporte, qui pense que le Xera Shava, à part si les termes ils sont complètement libres, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on appelle quand les termes ils sont libres, c'est-à-dire sur lesquels il n'y a pas eu d'autres drachot, on peut faire une pirra, on peut faire une objection sur une Xera Shava. C'est pour ça que la Gemara fait une Xera Shava, elle fait une objection ici, elle nous dit comment tu peux te permettre de faire une Xera Shava entre Metzora et Sota alors que j'ai une objection. Et c'est quoi l'objection que je pourrais faire sur cette Xera Shava? Le processus du Metzora avec l'eau, c'était pas du tout comme la Sota, puisqu'on avait besoin du bois de Erez, du Ezov et du Shnitolat qui devait être trempé dans l'eau. Donc c'est pour ça que la Torah, elle a nécessité que ce Keli Kheres, ouais, il soit un Keli qui soit neuf. Donc j'ai la Gemara, Amaraba, Rabbi, ouais, mais attends, Xera Shava, c'est pas Midora. Alakha Moshe Sinai. Ouais, Alors, tu as raison que normalement, une Xera Shava, c'est une Alakha Moshe Sinai. Maintenant, après, ce qui est Alakha Moshe Sinai, c'est le fait qu'il y a les termes, il y a le terme dans Metzora et le terme dans Sota. Hein. Il y a le fait qu'il y ait une Xera Shava et qu'il y a des enseignements à faire. Ça, c'est une Alakha Moshe Sinai. Maintenant, quels enseignements tu fais passer de l'un à ah l'autre? d'accord. Ça, c'est Ok. les Khamim qui les ont donnés. Et maintenant, c'est vrai que, même qu'on avait déjà expliqué une fois, que c'est possible que la halakha de Moshe Mishinai, elle nous donne juste les mots. Par exemple, Keli, Keli. Sans savoir exactement le Keli de quel paracha. Ça se trouve, c'est le Keli d'une autre paracha que la paracha du Metzora. C'est ça qui est halakha de Moshe Mishinai. Maintenant, tu peux pas, un Chacham ne peut pas venir, voilà, il y a le mot Vayomer et le mot Vayomer, et je fais une Xera Shava. Non, tu peux pas. Il faut qu'il y ait une source halakha de Moshe Mishinai qui t'autorise à utiliser ces termes en tant que terme de Xera Shava. Maintenant, quand tu veux faire un limoud en utilisant un terme de Sota et de Metzora, s'il y a une objection, alors dans certains cas, c'est pas toujours qu'on peut faire une objection dans une Xera Shava, mais dans certains cas, on peut faire une objection, et là, en l'occurrence, l'Agma le fait, elle nous dit que c'est pas la même chose, tu peux pas comparer la Sota et le Metzora, puisque dans la paracha du Metzora, là-bas, c'était très particulier, il y avait besoin de tremper le petit bouquet avec le Ezov, le Shnitolat et le Etz Erez. Alors là, moi, c'est pour ça que Rabat, plutôt, il dit que non, c'est pas une Xera Shava. Et en fait, finalement, on apprend plutôt d'un remez qui est marqué dans la paracha de la Sota
que le Keli Cheres devait être neuf, puisque la Torah nous dit comme ça, Amarkra be Keli Cheres, la Torah te dit dans le Keli Cheres, le Keli chez Amarti le Chakvar. Le fait qu'il y a marqué be Keli Cheres, c'est le fameux Keli Cheres. Ou dans la Torah, on a vu qu'on avait déjà utilisé un Keli Cheres. Effectivement, c'est par rapport au Metzora, et dans le Metzora, là-bas, le Keli était neuf. Donc le fait que dans la Torah, dans la Sota, elle t'a dit tu utiliseras le fameux Keli Cheres, puisque Ba Keli Cheres, comment c'est marqué? Bi Keli Cheres, ça veut dire le Keli Cheres qui est déjà connu. Donc le Keli Cheres qui est déjà connu, c'est un Keli Cheres qui est neuf. Alors sur ça, la Gemara te dit, maintenant la Gemara l'explique d'après l'avis de Chachamim, c'est marqué dans la Mishnah qui pense que on pouvait utiliser même un ancien Keli pour la Sota. Alors Amar Rava, il te dit que l'Oshanu, même si on a le droit d'utiliser un ancien Keli, d'après celui qui pense pas comme Rabbi Ishmael. Celui qui te dit que tu peux utiliser même un ancien Keli, nous dit la Gemara, c'est seulement un Keli qui n'a pas été noirci par la saleté. Chez l'Onit Achmu Panav, qui n'a pas été noirci. Aval Nit Achmu Panav, mais par contre, s'il a déjà été noirci à cause du feu, il est pas saoul. Tu ne peux pas le réutiliser. Alors nous dit la Gemara, pour quelle raison? Maïtama, Doumia de Maïm, parce que dans la Sota, il y a marqué aussi qu'il fallait de l'eau. Donc le Keli doit ressembler à l'eau. Alors pas par rapport au fait qu'il n'y ait pas de Melacha, parce que ça ne dérange pas que le Keli a déjà été utilisé, mais au moins que son aspect n'a pas été changé. De la même manière que l'eau, elle doit être kshera uniquement si son aspect n'a pas changé. Pareil, le Keli, il reste kasher uniquement si son aspect n'a pas changé. Maïtama, Doumia de Maïm, Ma Maïm, Shelo Nishtanu, Av Keli, Shelo Nishtane. Pareil, le Keli, c'est uniquement s'il n'a pas été changé d'état. Alors, la Gemara, elle veut juste se poser une question. Si jamais le Keli l'a noirci et après tu l'as refait rentrer dans le four où on fabriquait les Kelim et il a retrouvé un aspect neuf. C'est l'ancien Keli mais qui a été un petit peu retapé. Est-ce que recyclage, est-ce qu'on appelle ça c'est un Keli neuf ou pas? Enfin, un Keli neuf, un Keli en tout cas qui retrouve son aspect et c'est valable. Baïrava il se pose la question. Irzira et Tochakifshana, et si jamais il a été remis dans le four, dans la fournaise. Benit Labnoui, donc il est redevenu blanc. Mi Amrina Maou, quelle serait la lacha dans ce cas-là? Est-ce que tu peux utiliser pour les eaux de la sota? Est-ce qu'on va dire Mi Amrina Kevan de Itrou, à partir du moment où ce Keli-là il a été repoussé, il n'est plus apte pour la mitzvah, fait, tu ne peux plus l'utiliser. Au Ginois, on va dire que Kevan de Adour, à partir du moment où tu l'as retapé, donc c'est bon. Pour ça, comment elle te dit, elle t'apporte une preuve d'une braïta. Tashma, Rabbi Eliezer Omer, il y a marqué dans la Torah Etz Erez. Ve'ezov ou Shnitolat, concernant le Metzora. Il y a marqué que pour l'aspersion du Metzora, on utilisait ces choses-là, Etz Erez, le Ezov ou Shnitolat. Et ils doivent être utilisés et ne jamais avoir été utilisés où il n'y a pas de Melacha qui a été fait avec. Donc c'est pour cela qu'on nous dit que si Ifshil Ba'en Kupato Le'achorav, il a utilisé ces bâtons-là pour porter son sac à dos avec. D'accord? Donc nous dit la Gemara, dans un cas pareil, c'est pas soul parce que comment on appelle ça? Les morceaux de bois, ils sont pliés avec la charge de ton sac. Et donc ça veut dire qu'ils ont déjà été utilisés, donc il y a une transformation sur le bâton, donc tu ne peux pas le réutiliser. On nous dit la Gemara, et pourtant ce bâton-là, dès que tu vas enlever ton sac de ce bâton, il va se redresser le bâton. Ok, il s'est plié avec la charge, mais tu vas enlever ton sac, le bâton il va se redresser, et puis maximum tu peux un petit peu le remettre. Et tu vois bien que même s'il est remis en état, on ne peut plus l'utiliser. Donc pareil aussi, le Keli, même s'il est remis en état, tu ne peux plus l'utiliser. La Gemara dit, elle repousse en disant non, ce n'est pas une preuve. Tu peux très bien dire que la raison pour laquelle tu ne peux pas utiliser les bâtons pour le Metzora lorsque tu as porté avec un sac, c'est parce que lorsque tu as mis un sac par-dessus, tu les as un petit peu éraflés. Et vu que tu les as éraflés, ça, tu as beau redresser, l'éraflure, elle va rester. Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est un Keli sur lequel il y a une Melacha qui a été faite. Par contre, un verre qui a été noirci par le feu, et après tu l'as remis dans la fournaise pour lui redonner un aspect neuf, ça, on n'a pas de preuve que ce ne serait pas bon. Très bien, ce que nous dit Agma ici. Atam des iklouf ikloufé. Là-bas, concernant le bois de cèdre, etc., c'est parce qu'il a été, il s'est écorché et égratigné à cause de la charge. C'est pour ça que tu ne peux pas le réutiliser. Alors maintenant, l'Agma nous dit, et sur ça on va terminer, l'histoire de ce qu'on prenait et on levait la dalle. Donc déjà, on avait dit que le Kohen il rentrait dans le Echal, et dans le Echal, il allait vers la droite. Pourquoi on va vers la droite? Comme on sait que tout le temps, lorsqu'on est dans le Bet Amikdash, on rentre vers la droite. Ça, on le sait. Maïtama, pour quelle raison on allait prendre une dalle qui était sur la droite? D'amarmar, kol pinot chatapone, de partout dans le Bet Amikdash où tu vas tourner, pour une mitzvah de manière générale, loyé, la derechemin, on utilisera toujours la droite. On tournera toujours vers la droite.
Maintenant, la Gemara, elle te dit, maintenant, là-bas, il y avait une dalle qui faisait une ama sur une ama. La Gemara, elle te dit comme ça, Tanoura banane. Donc, la Gemara, maintenant, elle va essayer d'expliquer, quand on prenait cette poussière-là qui était en dessous de la dalle, d'où on apprend ça. Parce que, a priori, on va pas creuser dans le sol de la Hazara, on va récupérer de la poussière qui était en dessous de la dalle. Maintenant, comment ça se passe, d'où on apprend ça, nous dit la Gemara. Tanoura banane, il y a marqué dans la Braïta. Ce que la Torah nous dit, Umina Afar Asher, tu prendras de la terre qui est, de la poussière qui est dans le Mishkan. La Gemara te dit, Yachol, Yetaken, est-ce que c'est possible que tu ailles récupérer de la poussière de l'extérieur, Yetaken Barkuz Veachnis, et que tu la fasses rentrer, cette poussière de l'extérieur, à l'intérieur? Est-ce que tu peux prendre de la poussière et de la terre du Afar? Afar, c'est de la poussière de la terre. Est-ce que tu peux prendre cette terre-là de l'extérieur et la faire rentrer dans le Echal pour pouvoir l'utiliser pour de la sota, ou tu dois prendre de la terre qui provient de... pas de problème, Anachi. Qui provient de la... comment on appelle ça? Est-ce que tu peux prendre de la poussière qui était de la poussière de l'extérieur, ou alors tu dois prendre de la poussière uniquement du Echal? Salagmal te dit... Yachol yitaken mibachuz ve'achnis, Talmud lomar, bekarka a Mishkan. Tu dois prendre uniquement de la terre du Mishkan. Continue la Gemara et elle nous dit, alors si tu dois prendre de la terre du Mishkan, alors peut-être que tu dois creuser dans la terre du Mishkan, dans la terre du Echal. Le Mishkan, ça veut dire le Echal ici. I bakarka Mishkan yachol yarpor bekardumot. Est-ce que tu peux creuser pour comment dire, pour récupérer de la terre? Acharier de la terre qui est déjà là-bas. Alors, comment ça se passe s'il n'y en a pas? On nous dit, on apprend de là, Haketsat, comment on fait? Yesh Sham, si jamais il y en a de la terre, alors Have, que tu devras l'apporter de là-bas. En Cham, si jamais il n'y en a pas de la terre déjà creusée, Ten Cham, tu prendras de la poussière de l'extérieur. C'est-à-dire que tu peux ramener de la poussière de l'extérieur si il y en a, si il n'y en a plus, il n'y en a pas disponible dans le Echal. On rapproche une Braïta qui est en désaccord avec des Tanaïm qui sont en désaccord avec ce qu'on vient de voir, parce que là, on vient de voir, on vient de dire pour l'instant, c'est que la terre qui doit être prise, c'est de la terre, soit d'une qui est dans le Echal, et si on n'a pas dans le Echal, on prend de l'extérieur pour l'emmener. Donc, l'Echal, on doit prendre du Echal. Si on n'a pas, on ne va pas creuser dans le Echal pour en fabriquer, mais on va aller chercher de l'extérieur et la poser là-bas. Je dis, il y a une Braïta qui est en désaccord avec ça, Tanya Ida. Il y a marqué Mina Afar Asher. Dans le passage, il y a marqué de la terre qui est dans le Mishkan. Alors, mais la main de l'on apprend, même il préparait de la terre de l'extérieur, il la faisait rentrer dans le Echal, et pas besoin, Bichlal, de poser la poussière et de la poser sur le sol du Echal. Tu pouvais la faire rentrer dans le Echal, ça suffisait. Maintenant, Bekarka Mishkan, le fait qu'il y a marqué Bekarka Mishkan, nous dit la Gemara, ici Ben Yehuda lui vient de nous dire qu'on apprend de là, les rabots, ça nous inclut, nous dit ici Ben Yehuda, on commence à faire un petit peu. Shilo, Nov et Givon ou Betolamim. Alors, Shilo, Nov et Givon, Betolamim, Rachid enlève le mot Shilo, Nov et Givon. Ça vient nous inclure en fait que c'est pas seulement dans le Mishkan qu'il y avait, c'est même dans le Bet Amikdash. Alors, Shilo, Nov et Givon, ce sont les étapes intermédiaires avant d'arriver à Yerushalayim au Bet Amikdash. Shilo, c'était le Mishkan encore. Nov et Givon, c'est ce qu'on appelle des Bamot. Donc, et dans les Bamot, il n'y avait pas les autres de la Sota, comme ça Rachid rapporte. Donc, c'est pour cela qu'il efface le mot Nov et Givon. Et Shilo, pas besoin de le dire, parce que le Shilo, c'était le Mishkan, donc pas besoin de le préciser. Donc, c'est dans le Chidouche, il est pour le Bet Olamim, pour le Bet Amikdash, et que dans le Bet Amikdash aussi, c'était la même chose. Nous dit la Gemara, ici Ben Menachem, lui, nous dit, et notre Tsarich, on n'a pas besoin d'apprendre pour nous dire que la Sota, elle était applicable aussi dans le Bet Amikdash. C'est quelque chose qui était pas chou, on le sait, Mikal Vachomer. Parce que si Uma Betouma Kala, si déjà dans une Touma qui est, entre guillemets, légère, quand la Toumat Agouf, c'est plus calme, puisque celui qui rentre alors qu'il est tamé dans le Bet Amikdash, il n'est pas Chayav Mita, il est Chayav Karet. Et sur ça, malgré tout, la Torah n'a pas fait de différence entre le Mishkan et le Mikdash. C'est la même chose. La Torah n'a pas fait de différence entre le Mishkan et le Bet Amikdash. Dans tous les cas, dans les deux cas, celui qui rentre alors qu'il est tamé, il est Chayav Karet. Alors, Betoumat, Eshet Ish, le Toumat d'une femme mariée qui est Chamoura, puisque c'est Chayav Mita. Celui qui transgresse l'histoire de Eshet Ish, il est Chayav Mita. Elle dit des Bedzin, Chenek. Donc, l'Okol Sheken a plus forte raison que les deux, le Bet Amikdash et le Mishkan, ce sera équivalent par rapport à l'abdika de la Sota. Alors, qu'est-ce que nous apprend le mot Bekarka Mishkan? Ken Matalmud Lomar Bekarka Mishkan. Ça vient comme ce qu'on a dit avant dans la première Braïta. Shelo Yavi Mitor Kupato.
c'est qu'il ne peut pas en amener de l'extérieur. Il faut qu'il prenne de la terre du Beth Amikdash lui-même. Et du mot Hacharié, on apprend que si jamais il n'y en a pas, tu la mets, tu la poses sur le sol et tu la récupères. Avec Omar, donc Bezrat Hashem, on reprendra demain le Daf Tetzaïn. Kol HaKavod, merci à tous. On reprendra demain Bezrat Hashem le Daf Tetzaïn.